Pierre, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous faire le pitch de ce qui se cache derrière cette superbe couverture? Donc de tome 2 ou tu veux que je te parle de la série en général? La série en général. La série en général. Donc là c'est vraiment très cool. On a Emilien et Noémie qui sont deux cousins qui vivent un petit peu en autarcie, un petit peu délaissés par leurs familles respectives, dans un pensionnat, donc ils sont scolarisés. Et un jour on les rappelle au manoir familial et il va s'enchaîner pour eux une aventure incroyable puisqu'ils vont apprendre que le père d'Emilien a disparu au cours de la préparation d'un prototype pour participer au concours Jules Verne, un concours un petit peu particulier, où les inventeurs doivent créer une machine qui permet de voguer, voler et de se déplacer sur Terre. Donc on part avec eux pour essayer de recréer le prototype en question, pour participer à ce concours, pour essayer de retrouver le père d'Emilien. Donc voilà, on est dans une histoire familiale et en même temps dans l'aventure à la Jules. Ah, c'est de la pure aventure, mais en même temps ça se situe dans un univers très particulier, puisque tu as choisi de partir sur une uchronie dès le départ. C'est annoncé dès la première case du premier tome. Voilà. Si on ne pense pas que j'ai fait une erreur, oui, on comprend vite que c'est une uchronie. Oui, en fait, la Première Guerre mondiale a toujours cours en 1927. Le cadre belliciste est un peu particulier puisqu'on a un troisième axe qui vient semer un peu le trouble au milieu des combats, donc des entités de robotique qui viennent s'immiscer dans les affrontements et qui ne prennent parti ni pour un côté ni pour l'autre et qui justement sèment un petit peu le chaos au milieu de tout ça. Et ça fait partie des mystères qui vont planer autour des deux enfants et qui vont être confrontés justement à la fois à la guerre, on va dire plus traditionnelle entre les Alliés on va dire et les Allemands, les nazis, puisque justement j'ai mis les nazis en 1927 alors qu'on est plutôt Première Guerre mondiale, mais bon, on anticipe un peu la seconde. Et donc avec un univers foisonnant d'inventions et de technologies un petit peu steampunk, dit steampunk, puisque les deux enfants sont un peu des génies de la création, de la créativité justement. Donc voilà, on est dans un univers à la fois très familial et avec une émotion qu'on essaie d'approcher d'une réalité plutôt réaliste, dans un univers complètement fantasmé et extraordinaire. Justement, le voyage extraordinaire n'est pas une adaptation d'un roman de Jules Verne, et pourtant les références que tu fais sont constantes. Bon, la couverture, le titre du concours auquel vont participer les enfants, un peu malgré eux, parce qu'en fait c'est pour retrouver leur père. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'intégrer ce récit dans, on va dire, un cadre Jules Vernien? Il y a des choses qui sont réfléchies, des choses qui coulent de source, on va dire, qui sont un peu instinctives. Ça s'est imposé de soi-même, on va dire. L'univers était tellement connoté, était tellement inspiré de tout ce qu'on peut fantasmer ou connaître de Jules Verne, puisqu'on en connaît. Pour ma part, je ne me suis pas forcément immergé dans l'univers de Jules Verne en lisant tout Jules Verne pour créer ça, pour créer cet univers-là, qui j'espère est un hommage, mais réapproprié, on va dire. Mais il y avait des choses qui étaient tellement là et qui sont des clins d'œil. Il y a beaucoup de choses qui font partie plutôt de l'envie que de la réflexion, on va dire. Donc voilà, là on est dans un univers steampunk qui nous plaît à Silvio et à moi. On est avec des enfants, donc on passe ça au crible justement de réflexions qui sont à la fois d'adultes puisqu'ils sont assez géniaux, mais à la fois de la fragilité qu'on peut avoir parfois quand on est adolescent aussi. Donc voilà, il y a des choses qui sont là naturellement par une envie d'écriture, on va dire, et de dessin par rapport à ça. Tu parlais de steampunk, j'aurais deux questions sur le genre. D'abord, est-ce que Jules Verne pourrait être considéré comme l'inventeur du steampunk? Alors, la différence entre steampunk et science-fiction, voilà, c'est déjà, il y a des choses qui sont un peu compliquées. Les machines merveilleuses de Jules Verne. Oui, tout à fait. Disons que Jules Verne, maintenant, serait un auteur contemporain, on dirait qu'il serait un auteur steampunk. Mais pour son époque, je le classerais plutôt pour un auteur dit de science-fiction, on va dire, puisque lui, il était en train de projeter des inventions qui, pour son époque, étaient de l'ordre de la science-fiction plutôt que du steampunk. Donc voilà, et est-ce qu'on est dans le rétro-futur? Alors il y a vraiment voilà, on est dans des genres qui se touchent, qui se mélangent. Pour nous, le but du jeu, c'était de faire quelque chose qui nous permette une évasion constante, donc par la technologie, par l'architecture. Voilà, il y a plusieurs tours Eiffel, entre guillemets, eiffeliennes, on va dire, dans Paris. Il y a des espèces de mécas qu'on veut fait de cuir et de boulons, on n'est pas dans Star Wars, même si j'adore Star Wars, on n'est pas avec des robots clinquants, tout lisses. Voilà,
Silvio aime bien mettre des 10 000 rouages aux grandes dames du coloriste Gaspard Yvan qui doit chaque fois ciseler chaque petit détail. Donc voilà, c'est aussi une manière pour nous d'immerger dans des choses qui existent déjà mais qu'on aime se réapproprier. C'est l'attrait de ces machines extraordinaires qui fait que tu restes un peu dans le steampunk depuis les Alcibiades. Ah, on peut parler de genre de prédilection parce que c'est vrai que en fait, par définition, j'aime mélanger les genres. Donc, je donne un exemple, les Corsaires, c'est une commande d'un autre éditeur qui m'a dit, voilà, on a une jeune dessinatrice qui voudrait faire une histoire de pirate de Corsaires. Est-ce que tu peux nous écrire ça? Je réfléchis. Alors voilà, j'ai été baigné dans les films de l'époque, noir et blanc, c'était dans le genre, j'ai des choses plus délites, des choses plus récentes, mais j'arrivais pas à m'y retrouver. Donc j'ai décalé ça en me disant, bon ok, je vais faire des Corsaires, mais ces Corsaires, et j'ai commencé à penser au principe d'Alcibiade, au principe de cette société secrète, plutôt élitiste. Et à la fin, je me suis aperçu que c'était plus du tout un bouquin de Corsaires traditionnel. Je ne l'ai donc pas proposé à l'éditeur en question, et c'est devenu les Corsaires d'Alcibiade avec Eric chez Dupuis, qui est, voilà. Ethan Ringler, c'est pareil, c'est un western sans être un western. On est dans une espèce de mélange un peu uchronique, là encore, avec de la réalité. Le maire de l'époque est vraiment le maire de l'époque. J'ai Karl Benz et Hans Benz, j'ai inventé un cousin à l'inventeur d'automobile. Voilà, donc j'aime ça. Donc c'est vrai que le steampunk et l'uchronie permettent de sortir des genres et de modeler son propre genre. Donc c'est ça qui me plaît en fait dans le steampunk. Et c'est vrai que bon, j'aime bien y naviguer, on va dire. Là on est au deuxième tome, c'est une construction très complexe, ton scénario est fantaisiste à la fois. On découvre au fur et à mesure de nouvelles histoires, qui ouvrent à chaque fois de nouveaux tiroirs. Est-ce que ce sont les personnages qui induisent l'aventure ou est-ce que c'est l'aventure qui crée les personnages? Il y a les deux. Très honnêtement, il y a les deux. Par définition, je sais à peu près où je vais. Là, c'est un triptyque, c'est un premier triptyque. Et donc, au tome 3, on va résoudre normalement la problématique découverte de la disparition du garde Emilien. Par contre, on aura ouvert tellement d'autres problématiques de mystère qu'on ne va pas avoir toutes les réponses. On ne sera pas arrivé quand même au bout du voyage. J'ai l'impression d'être au début de l'aventure, moi, au bout du deuxième tome. Non, justement non. Par contre, on aura lu un premier chapitre. Pas clos, mais lu un premier chapitre. Voilà. Après, il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui naissent au fur et à mesure de l'histoire, des envies qui peuvent naître avec des personnages qui auraient dû être anecdotiques et c'est finalement on va prendre le pas. Il y a des choses qui se sont imposées au cours du tome 2, par exemple, la tante d'Emilien est apparue, avec des sous-entendus plus ou moins, voilà. Donc elle reviendra et ça va me permettre de creuser un peu plus l'humanité. Le but du jeu, c'est de faire de l'aventure qui soit vraiment ancrée dans une réalité émotionnelle et qu'on n'ait pas juste des enfants qui voilà, c'est la Spy Kids, c'est bon, finalement on est des agents secrets ou on est des inventeurs fous et on suit une succession d'événements qui nous sont naturels et on réagit et voilà, tout se passe bien. Non, il y a une volonté d'introspection, de recul, c'est pour ça que j'essaie de mettre des temps de pause, des choses comme ça. Et donc c'est vrai que par ce biais-là, il y a un certain nombre de choses qui restent mouvantes et qui évoluent au fur et à mesure de l'écriture, qui ne sont pas figées dès le départ. Je n'ai pas tout écrit dès le départ. J'ai déjà des envies sur la suite, mais je me réfrène, j'attends de m'y mettre pour laisser exploser tout ça. C'est quelque chose qui évolue tout le temps. Avec Silvio Camboni, c'est une collaboration qui dure. Tu as travaillé entre autres avec Olivier Bois-Thomas, avec Sandrine Revel, Sylvie Roger, Eric Liberge, entre autres. Comment se fait ton choix des dessinateurs? Parce que là on est sur des styles très très différents entre Silvio Camboni et Olivier par exemple, le style est... Oui, alors c'est vrai que j'ai plutôt tendance à ne pas me cantonner dans un genre. On parlait tout à l'heure du steampunk que j'affectionne, mais du chronique j'affectionne, mais c'est vrai que les envies sont diverses. Elles naissent parfois des rencontres. Donc avec Sandrine, c'est David Prudhomme qui à l'époque nous a fait nous rencontrer alors que j'avais déjà fait
je ne sais pas si j'avais déjà fait Aurule, non, je crois que je n'avais pas encore été édité. J'essayais d'écrire des contes pour enfants à l'époque. Donc on m'a dit tiens, je connais une illustratrice, on a essayé de faire du livre illustré ensemble, et du fait d'avoir fait Aurule, on est venu à la bande dessinée. Donc cette rencontre-là, elle s'est faite de manière comme ça, par connaissance. Olivier, il était aussi au cycliste à l'époque, je connaissais les éditions du cycliste qui m'avaient amené avec eux en dédicace alors qu'il avait sorti Aurule cette fois-ci. Je suis allé le voir parce que son univers me plaisait, que je me retrouvais dans Joe et Béa. J'avais écrit un conte qui s'appelait Le Livre de Vie à l'époque, on en a parlé, et c'est devenu Le Livre de Jack. Voilà, Tiburce, c'est la première personne que je suis allé voir, une des premières personnes que je suis allé voir en lui disant voilà, je fais du livre illustré, vous faites de la bande dessinée, est-ce que vous avez envie de faire ça? Et Aurule était un conte pareil, qui a fini par devenir une bande dessinée. Chaque rencontre est différente. Eric, on avait l'histoire avec Dupuis, les Corsaires, on savait que ça plaisait, je savais que ça plaisait à Sébastien Ligue à l'époque. On a cherché, je l'ai rencontré sur un salon. Il venait sur Bordeaux, je lui ai dit écoute, voilà, j'ai peut-être quelque chose, est-ce que tu veux qu'on en parle? Le but du jeu, c'est de trouver le bon comparse, le bon compagnon pour faire ce bout de chemin ensemble. C'est pas toujours simple. Avec Silvio, c'est différent parce qu'il a repris Gargouille qui avait été co-créé avec un autre dessinateur. Donc ça a été plutôt une rencontre artificielle, on va dire, puisque c'est notre éditeur qui nous a mis en commun. On a mis un certain temps à se connaître puisqu'il était italien, il ne parlait pas forcément français, moi pas italien, donc, et on a fini par s'apercevoir qu'on s'est très très bien. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui fait de la radio, qui fait du dessin animé, de la télévision, et les envies qu'on avait ensemble et la facilité de travailler qu'on avait a fait que on a fait Néphésis chez Dupuis, puis qu'on a fini par faire le voyage chez Glénat parce que il y a une espèce d'évidence de travail qui est très très rare dans ce métier où justement on a une communication des échanges. L'illustration est extrêmement riche. Est-ce que tu es directif ou est-ce que tu donnes simplement de grandes lignes et que tu laisses imaginer Alors ça évolue avec le temps, c'est toujours pareil. J'aurais tendance à dire que d'une manière générale, que ce soit pour le voyage ou d'autres bouquins, plus le temps avance, moins je décris parce qu'on se connaît et qu'une intention suffit pour que le dessinateur se l'approprie et y mette la magie qu'il a en lui pour qu'on s'y retrouve tous les deux. Il y a des univers qui sont plus simples à gérer que d'autres. Là, le voyage, on est vraiment dans quelque chose qui est plutôt complexe et plutôt techniciste, donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Ce sont des échanges, par exemple sur l'engin d'Alborn qui est une création, je voulais quelque chose qui soit de l'ordre du mecha où il y avait un personnage dedans, Silvio a pensé au gorille, il m'a proposé et voilà. Donc là c'est pareil, on s'entend ou on s'entend pas, mais la plupart du temps comme on a un élan commun, on discute, on échange. Je vais lui dire j'aime ces dirigeables, ceux-là je les aime moins, je vais commenter tout ça, mais c'est vrai que je ne vais pas décrire par le menu chaque détail, je vais plutôt lui décrire, je lui décris chaque case, ça c'est sûr, je lui décris les angles de vue, je lui décris ce qui se passe, que vivent les personnages. Quand il fait un storyboard, après on en rediscute. Donc on fonctionne par strat en fait, c'est essentiellement ça. Je lui envoie le descriptif, il m'envoie un story. Je lui fais quelques commentaires s'il y a besoin, on échange, il me dit tiens j'ai pensé à ça avant d'avoir fait le story, je peux le faire comme ça, qu'est-ce que t'en penses? De nous deux on échange et ça naît une troisième idée éventuelle, et après sur le story on voit que ça fonctionne. Moi en principe je ne regarde pas mon descriptif, je regarde son story, je vois si ça fonctionne, après je regarde le descriptif pour voir si j'ai pas oublié des choses qu'il n'aurait pas mises. Voilà, quand ça se passe bien, ça se passe comme ça, parfois c'est plus compliqué, ça dépend des collaborations et des pages. Tu as parlé du gorille, parlons de la machine qui escalade à un moment là. Moi à la lecture, je n'ai pas pu m'empêcher de chercher des références cinématographiques à tort peut-être. Et j'ai pensé à King Kong, bien évidemment. À King Kong, il y a peut-être dans la trace d'un chapeau, Indiana Jones. Voilà, il y a quelques références. Est-ce que tu nourris ou est-ce que Silvio se nourrit et nourrit aussi l'album de références cinématographiques? Le King Kong, clairement Silvio avait dans l'idée d'avoir une position un peu comme ça qui faisait référence à ça. Il y a des choses qu'on a su qui sont des clins d'œil, il y a des mythiques chloridiens à un moment, il y a des références un
peu à Peter Jackson, à Lucas. Ça c'est plus pour l'anecdote, plus pour les. Voilà, c'est la référence de geek, on va dire, entre guillemets, même si je me revendique pas forcément complètement comme ça, mais après, il y a beaucoup de choses dans l'inconscient, on va dire. Il y a des choses qui. J'adore discuter, voilà. Mais parfois les digérer, elle n'est pas analytique. Je pourrais de manière très précise envisager une scène en me disant je vais aller dans cette direction-là parce que je veux qu'on pense à ça, mais la plupart du temps c'est plus une digestion qui fait qu'il y a des choses qui ressortent et des plaisirs non analysés qui après me permettent avec le recul parfois de me dire oui tiens il y avait ça, bon il y a Jules Verne qui est là tout le temps du début à la fin on va dire, mais après il y a d'autres choses, il y a Miyazaki, il y a des aspirations qui sont là qui ne doivent pas non plus être trop évidentes parce que sinon on est dans la référence, mais c'est une nourriture. Denis Pierre, merci de nous avoir consacré du temps et j'espère qu'on va suivre encore longtemps ces aventures extraordinaires. Nous allons en tout cas essayer de nous amuser le plus longtemps possible. Merci beaucoup. Qui bon festival. C'est pas trop mal parti pour l'instant.